Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'Élysée et d'avoir rendu possible cet échange. Vous le savez, puisque vous aviez accepté d'y participer il y a 5 ans, on va présenter donc notre rapport annuel sur l'état du mal-logement. Et il nous paraissait, à cette occasion, vraiment utile de revenir avec vous sur le quinquennat, notamment sur les questions de logement, sur les questions de lutte contre l'exclusion. La première question que je voulais vous poser concerne la production de logements sociaux. Au final, le choc de l'offre attendue n'a pas vraiment eu lieu et on a assisté à une baisse de la production globale et une baisse de la production aussi de logements sociaux. 87 000 logements sociaux financés en 2020, 95 000 en 2021. Alors on sait que la crise Covid et les réticences de certains maires jouent beaucoup là-dedans, mais ce n'est pas les seuls facteurs en jeu. Il y a eu beaucoup de coupes qui ont été opérées par l'État sur son budget dédié au logement. Par exemple, la contribution de l'État, elle est tombée à zéro. Elle avait déjà beaucoup baissé au précédent quinquennat. Et puis, il y a eu des ponctions très importantes qui ont ébranlé, en fait, le financement du logement social, ce qu'on appelle la réduction de loyer de solidarité. Juste pour avoir une idée quand même, cette ponction, elle est montée progressivement en volume pour atteindre 1,3 milliard d'euros par an en 2020, 2021 et 2022. Puis aussi une baisse de la TVA qui représente 500 millions d'euros par an. Alors, il y a eu des compensations de prêts, d'allongement de la dette, mais quand même, ces ponctions grèvent à moyen, long terme la capacité des bailleurs sociaux à produire du logement social, à les réhabiliter, à apporter des services aux locataires. Nous, à la Fondation, on n'était pas pour le statu quo forcément, on n'est pas forcément aujourd'hui, mais on pensait que ces ressources, plutôt que de les ponctionner, pouvaient servir justement, servir à accroître la production de logements sociaux, faire baisser les prix des logements sociaux les plus chers, faire monter en puissance le logement d'abord. Or, on a assisté à une coupe sans vraiment nouveau cap, en quelque sorte. Et donc, pour toutes ces raisons, et aussi parce qu'aujourd'hui, il y a 2,2 millions de demandeurs de logements sociaux dans notre pays, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de ces constats? Et est-ce que vous considérez, comme nous, Monsieur le Président, que bien la relance du logement social, c'est un impératif? Alors, je ne partage pas la lecture que vous faites des dernières années. Je vais essayer de dire pourquoi, et aussi de... Je ne considère pas qu'on a réussi à aller suffisamment loin, mais il est vrai que juste après la réforme, on a eu aussi collectivement la crise sanitaire. Néanmoins, quand je regarde les chiffres, il n'y a pas d'effondrement de la production du logement, mais il n'y a pas eu logement social. On reviendra après, je pense, sur le logement en général, mais il n'y a pas eu non plus d'envolée comme on aurait pu le souhaiter. Bon, d'abord sur, si je puis dire, l'univers du logement social et ce que fait l'État. Il y a eu les réformes que vous avez évoquées, ce qui est tout à fait vrai, et qui étaient assumées pour permettre de regrouper ces acteurs. Elles avaient une logique, ce n'était pas des coupes sombres, en particulier celles que vous évoquiez, c'était de permettre de regrouper les acteurs. Et elles se sont accompagnées d'autres investissements. Il y a eu les aides exceptionnelles d'Action Logement, et là-dessus, je veux quand même tordre le cou à une idée reçue. Action Logement, c'est un organisme géré par le paritarisme, mais sur la base de prélèvements obligatoires. Et donc c'est dans la puissance publique. Après, peut-on décider de le nationaliser totalement ou d'en laisser la gouvernance? On a fait le choix d'en laisser la gouvernance. Mais enfin, c'est l'univers public. Et à côté de ça, il y a eu les investissements de la Caisse des dépôts et consignations avec des subventions qui se sont élevées à 5 milliards d'euros. Donc il y a eu un accompagnement qui s'est fait des bailleurs sociaux. La situation qui en découle, elle a été évaluée par la Caisse elle-même. La Caisse des dépôts et consignations l'a montré. Une augmentation de 33% de la capacité d'investissement des bailleurs sociaux par rapport à 2016. Donc on a consolidé le secteur, ce qui était le but, dans sa capacité à investir, et on a investi pendant la relance sur le logement social avec les 500 millions d'euros du plan d'investissement pour les logements sociaux. Ce qui fait que, malgré la crise, et je dis ça quand je regarde le paysage dans le reste de l'Europe, on a eu 8% d'augmentation des agréments en 2021. Donc ça, c'est pour défendre ce qui s'est fait, réforme de structure qui était de concentrer, qui était de regrouper, qui était aussi de pousser à investir. Et au fond, cette logique, elle va être testée maintenant, en réalité, en sortie de crise complète, parce que derrière ça, on a dû avoir une politique, si je puis dire, de résistance. Maintenant, je regarde les chiffres. Quand je regarde ce qui a été fait, vous l'avez évoqué, 95 000. Un peu plus de 100 000 si on prend les opérations en rue et outre-mer. C'est une augmentation par rapport à 2020, parce que c'est le chiffre de 2021 que j'évoquais. C'est moins que l'objectif qu'on s'était donné, qui était de 120 000. C'est moins que d'ailleurs ce que le monde HLM peut faire en contribution, puisque quand on regarde l'investissement qui a été fait, il a une capacité de production d'environ 125 000. Quand je regarde ensuite comment ces chiffres se déclinent,
par rapport à notre objectif de 120 000, l'État, là où il a la main sur les aides à la pierre, il a fait 86% de son objectif. Est-ce que j'en suis heureux? Non, il faut arriver à 100%. Mais je note que les grandes métropoles délégataires, elles ont fait 67%. 67%. Et après les réformes qui ont été conduites, en particulier dans le cadre de la commission Rebsamen, la prise en charge maintenant du foncier bâti pour les logements sociaux, les éléments de simplification, il n'y a plus de bonnes raisons de ne pas produire du logement social. Donc là, on a un sujet quand même on voit bien, de gouvernance, de simplification pour aller plus loin et produire davantage. Permettez, Monsieur le Président. Oui, je fais juste un dernier ajout sur les chiffres, puisque vous me demandez qu'on ait une lecture partagée du quinquennat. Sur les logements très sociaux, quand je regarde la somme des logements très sociaux qu'on a produits, c'est 155 000. C'est une augmentation de 10% par rapport au quinquennat précédent. Et donc, oui, il y a eu des réformes. Moi, je pense qu'elles s'imposaient, elles se justifient. Est-ce qu'elles ont conduit par rapport au quinquennat précédent à une baisse de la production de logements sociaux? Non. Est-ce qu'elles ont permis, au contraire? Est-ce qu'elles ont permis d'avoir plus de capacité à produire? Oui. Et donc, la clé maintenant, après notre politique d'urgence pendant la crise, c'est comment on arrive à utiliser à plein ces moyens et cette réforme en sortie de crise pour produire plus de logements sociaux dans notre pays. Je partage l'ambition, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on augmente considérablement la production de logements sociaux, tout simplement parce que les besoins sont très importants. On ne va pas sans doute s'entendre sur l'analyse totale dans un temps aussi court, mais plusieurs remarques quand même. 500 millions d'euros dans le plan de relance, c'est pour la rénovation des logements sociaux, ce qui est utile et indispensable. Ce n'est pas pour la production de logements sociaux. Vous parlez d'Action Logement. J'entends ce que vous dites sur la contribution. Ce que je dis est factuel. Hein. Absolument. Sauf que nous, ce que nous pensons à la Fondation, mais ça peut se discuter, c'est qu'il faut l'argent d'Action Logement, il faut que les bailleurs utilisent leurs fonds propres, il faut qu'il y ait les aides des collectivités locales, mais il faut aussi que l'État puisse aider pour sortir des logements sociaux à bas loyer. Or, la ponction, 1,3 milliard par an, elle a poussé les bailleurs sociaux à utiliser leurs fonds propres à un niveau très important, ce qui fait que, pour le moment, ce n'est pas forcément un problème, mais à moyen, long terme, ça devient un problème. Donc c'est pour ça qu'on appelle nous de nos voeux de stopper la RLS à partir de 2023, puisqu'elle courrait jusqu'en 2022. De toute façon, cette politique, elle doit être réévaluée à chaque fois. Votre analyse serait juste si la conséquence en était une réduction de la capacité d'investissement des bailleurs. Or, ce qui a été mesuré par la Caisse des dépôts, c'est que cette capacité avait augmenté. Et on sait très bien pourquoi. Parce qu'on avait une situation où il y avait des trésoreries dormantes, je ne reviens pas aux formules qui sont bien connues, il y avait des situations de grandes inégalités. La production ne se fait pas au bon endroit. Là où on a besoin de produire, on le sait bien, ce sont dans les zones très denses. On a une partie du monde, honnêtement, du logement social qui a fait un énorme travail. Un énorme travail pour consolider, regrouper et qui investit. À côté de ça, on sait qu'on a d'autres acteurs qui jouent moins le jeu. C'est une réalité. Oui, mais c'est pour ça que nous proposons, par exemple... Donc, ce que je dis, c'est que la politique publique a conduit à regrouper, elle a augmenté la capacité d'investissement. Maintenant, mon objectif, c'est pas de faire... Je vais être très clair avec vous. Je pense que la priorité, c'est pas de faire des économies sur le logement social. Au contraire, je considère que ce qu'on a fait était une logique plutôt de réorganisation. Cette logique n'a pas fragilisé la production, au contraire. Les chiffres le montrent. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est produire davantage. Et donc, la priorité pour moi, c'est comment on utilise cette capacité d'investissement des bailleurs sociaux, qui s'est accrue, au dire de la Caisse des dépôts, comment on l'utilise à plein pour produire et produire et produire. Je partage. Et donc il faut qu'on soit maintenant au-dessus même de l'objectif de 120 000. La deuxième chose, c'est comment dans les zones tendues, et en particulier dans les situations où les grandes agglomérations ont été ces délégataires de l'aide à la pierre, on arrive à produire beaucoup plus. Parce que ce qu'on est en train de se dire, on partage la même vision, c'est qu'on a besoin d'augmenter nos objectifs. Ce que je vous réponds, c'est il n'y a pas de contrainte sur la capacité d'investissement des bailleurs sociaux aujourd'hui. Les chiffres sont là pour le dire. Le problème qu'on a, c'est que même avec des objectifs que vous trouvez trop faibles, simplement les 2/3 sont remplis dans ces grandes agglomérations, qui sont celles où on en a le plus besoin. Oui, je partage l'ambition pour les années à venir. Et simplement, je ne pense pas, Monsieur le Président, qu'on fera plus avec moi. On ne fait jamais plus avec moi. Donc la commission Rebsamen a conduit sur le logement social à faire des choix. Qu'on soit clair, quand on dit qu'on prend en charge le foncier bâti, c'est l'État qui le fait. Et donc, on réinvestit. Non, mais ce qu'a fait le gouvernement, il a réinvesti par des exonérations. Et le fonds friche, c'est un bon levier. Et donc ça, c'est un levier pour accompagner. Et l'aide aux maires bâtisseurs également, on est tout à fait d'accord. Les aides aux maires bâtisseurs, ce qu'on fait avec le foncier bâti, dans les zones tendues, ce qui est porté par la ministre qui sera avec vous dans quelques jours, ce qui est fait sur le fonds friche, pareil, on donne des capacités, et ce sont des investissements d'État, ce sont des centaines de millions. Donc, je vous rassure, il y a un investissement qui est là, mais on l'a remis au bon endroit. Un petit point, peut-être passer ensuite à la deuxième question. C'est vrai que, par exemple, nous, on pensait que plutôt qu'une ponction, on pouvait
pousser à la mutualisation accrue des bailleurs sociaux. Pour que ceux qui construisent moins, eh bien, le mettent au service de là où on en a besoin, c'est-à-dire là où le foncier est cher et là où certains ne construisent pas. Et pourquoi ne l'ont-ils jamais fait? Bon. Ok. On pourrait discuter, je pense qu'on pourrait y passer des heures. Mais moi, vous savez, quand j'étais jeune fonctionnaire, j'ai fait un rapport sur ces sujets-là. Début des années 2000, d'ailleurs, on avait reproduit à l'époque, c'était, je crois, Jean-Pierre Raffarin qui était Premier ministre, des aides aux maires bâtisseurs, comme vous voyez, l'histoire parfois se répète, et il y avait tout un tas de mécanismes d'incitation, de mutualisation des trésoreries des bailleurs sociaux. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Si le secteur avait fonctionné de manière efficace, on n'en serait pas là. Je le dis avec beaucoup de calme et d'engagement, parce que comme vous, je crois à tout cela. Donc là, je pense qu'il y a une mobilisation, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs du secteur qui se sont mobilisés, qui produisent. D'ailleurs, quand je regarde les choses en termes de production, on a toute une catégorie du monde HLM qui produit plus que ce qu'il représente du parc. À l'inverse, je suis obligé de constater que les offices HLM, qui représentent 40% du parc, représentent 20% de la production aujourd'hui. Ces 2 dernières années. Donc voilà, il faut que chacun prenne ses responsabilités en conscience, regarde ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et je pense que maintenant, cette capacité d'investissement qu'on a collectivement construite, tout ce qu'on a fait ensemble pendant la crise, parce que pendant la crise, je considère, on y reviendra peut-être quand on parlera de pauvreté et de précarité, tout le monde s'est battu ensemble, avec une cause commune. C'est celle-ci qu'on doit avoir à l'égard du logement social. Et vous savez, la meilleure preuve que j'y crois et je veux faire, et que le gouvernement y croit, c'est 2 choses. Un, c'est qu'on n'a jamais lâché l'affaire, il y a eu ces réformes. On n'a pas été d'accord à certains moments, moi je les assume et je les assume toujours devant vous, et je pense qu'elles ont consolidé, comme je vous le dis, le secteur, mais on a toujours été là avec les objectifs. 2, on réinvestit avec ce qui sort de la commission Rebsamen et les choix budgétaires. 3, nous défendons le logement social, et il y aura dans quelques jours, je l'espère, conclusion positive de la commission paritaire entre l'Assemblée et le Sénat, qui permettra, dans le cadre de la loi dite 3DS, de pérenniser justement les engagements de la loi dite SRU. Absolument. Et donc, ça aussi, c'est qu'on croit à ces équilibres, très sincèrement, à l'aménagement territorial. La Fondation a acté le fait que le gouvernement avait vraiment soutenu cette loi SRU, cette loi qui nous tient à cœur, hein, c'est le dernier combat de l'abbé Pierre. La question quand même qui nous est posée, mais on ne va pas pouvoir prolonger plus sur ce thème pour le moment, et je le regrette, mais c'est qu'est-ce qu'on se donne comme capacité de production auprès des bailleurs sociaux pour les années à venir? La Caisse des dépôts dit, dans le contexte actuel, suite à cette ponction, on est à peu près à la capacité de produire 100 000 logements par an. Donc est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Vous avez parlé de 120 000 et peut-être des besoins supplémentaires. C'est là où il faut qu'on regarde un peu plus précisément. Si vous permettez, Monsieur le Président de la République... Mais en tout cas, je veux qu'on soit clair sur... Moi, je partage totalement l'objectif. On ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle et nous devons produire plus. Alors, pour moi, les réformes de ce que j'appellerais de structure sont faites. Maintenant, c'est comment on mobilise mieux l'argent de la nation, parce qu'au fond, c'est ça, pour faire cela, et comment on arrive à simplifier les choses. Et pour moi, sur le logement social, au-delà de ces moyens, on a parlé de beaucoup de chiffres, c'est évidemment d'aider maintenant les grandes agglos qui sont délégataires de l'aide à la pierre à faire davantage. Je pense qu'on y a apporté une réponse avec la commission Rebsamen, mais c'est peut-être aussi de simplifier profondément les logiques administratives dans lesquelles nous sommes, et peut-être parfois des simples logiques de notification. Les producteurs de logements sociaux ont besoin d'avoir beaucoup plus de simplicité, d'être moins soumis justement à des régimes qui se sont un peu alourdis durant les années. Donc voilà, je pense que cette simplification est clé si on veut réussir. Merci. Le deuxième sujet que je souhaitais aborder avec vous, Monsieur le Président, c'est celui du logement d'abord. Pendant la campagne de 2017, vous avez participé à la présentation de notre rapport où vous étiez engagé à mener une politique du logement d'abord. Au mois de septembre qui a suivi, vous vous rendiez à Toulouse pour lancer un plan quinquennal et ce plan s'est depuis décliné dans 45 territoires dans notre pays. Alors, plusieurs évolutions sont à relever. Un changement de culture qui commence à s'opérer auprès des acteurs, et puis sur des chantiers engagés comme les pensions de famille, l'accroissement des attributions HLM aux personnes sans domicile, eh bien des avancées sont perceptibles. Par ailleurs, pendant la crise Covid, votre gouvernement a créé 40 000 places d'hébergement et pris la décision de ne pas les refermer au printemps dernier, comme les associations le demandaient pour les personnes hébergées. Pour autant, les sorties vers le logement restent relativement limité et l'hébergement d'urgence reste finalement la solution privilégiée pour les personnes sans abri, malgré les mauvaises conditions de vie auxquelles il renvoie pour les personnes concernées. Alors, nous, on a identifié à la Fondation plusieurs facteurs en cause.
les changements de culture sont longs à opérer, mais surtout l'offre de logements à bas loyer fait terriblement défaut, en particulier dans les grandes villes. Et puis les économies qui ont été faites sur les APL, sur le logement social, ont réduit les possibilités de loger les ménages les plus fragiles. Et donc, à ce jour, on compte 300 000 personnes sans domicile dans notre pays, c'est-à-dire le double depuis 2012. Et il nous semble impératif de redonner des perspectives à toutes ces personnes et puis de faire monter en puissance le logement d'abord. Ça passe par un accroissement des logements à vocation sociale, des APL réévalués selon nous, plus d'attributions encore HLM aux personnes sans domicile, mais aussi une facilitation des régularisations des personnes à droit incomplet, un arrêt des évacuations de bidonvilles sans solution, des politiques de prévention plus efficaces, par exemple sur les expulsions locatives ou les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Bref, nous avons besoin d'une nouvelle ambition pour atteindre un objectif qui est atteignable, pouvoir régler le problème du sans-abrisme en 5 ou 10 ans selon les territoires. En tout cas, c'est essentiel pour les ménages. Ceci dit, donc, Monsieur le Président, est-ce que vous partagez cette analyse du bilan que l'on tire du quinquennat sur ce sujet-là? Et est-ce que vous pensez, comme nous, que la montée en puissance du logement d'abord ne peut pas être dissociée d'une politique du logement qui soit dans son ensemble plus sociale? Je partage l'analyse que vous avez faite, y compris l'essentiel des pistes que vous avez évoquées, et le fait que le logement, de toute façon, c'est un continuum. La politique qui a été conduite, d'ailleurs en regardant vos travaux, je suis très honnête, et c'était le fruit aussi de notre échange, et qui a été présenté à l'automne 2017, comme vous l'avez rappelé, qui était le grand plan logement d'abord, elle a permis des premiers résultats, c'est-à-dire 300 000, en effet, nos concitoyens qui ont pu ou quitter la rue ou sortir de l'hébergement d'urgence pour aller vers un logement plus stable et donc évoluer dans leur situation de vie et avoir plus de stabilité. Et je le dis parce que tout se tient. Ce sont aussi des personnes qui se stabilisent dans leur vie, pour qui les enfants peuvent avoir une vraie stabilité, qui vont pouvoir avoir plus de chances de retrouver aussi un emploi et de construire leur vie. On ne parle pas que de logement, et vous le savez beaucoup mieux que moi. À côté de ça, on a eu une politique d'urgence, que vous avez rappelée, pendant la crise, où en effet, la nation n'a jamais autant investi dans l'hébergement d'urgence. On a investi plus de 2 milliards d'euros par an durant cette crise, avec 200 000 places qui ont été fournies, qui ont conduit aussi, comme l'a plusieurs fois dit le gouvernement, à la fin de cette gestion au thermomètre. On a assumé pendant la crise de poursuivre une politique d'hébergement d'urgence pour les personnes les plus fragiles. Est-ce que tout ça nous conduit à une situation qui est satisfaisante? Non. D'abord, on a des vrais résultats, on a beaucoup réduit le nombre de personnes dans la rue, et les enquêtes régulières qui sont faites, les tests qui sont faits par les associations dans plusieurs grandes villes l'ont montré ces derniers temps. Donc ça, on doit collectivement s'en réjouir. Et je dis toujours collectivement parce que c'est de la mobilisation collective. Parce que derrière ces chiffres, il y a beaucoup de travail des services de l'État, des collectivités territoriales et du monde associatif. Comment on structure dans la durée? D'abord, il y a le sujet de l'immigration. Bon. Et c'est vrai qu'une part très importante de l'hébergement d'urgence aujourd'hui, il est lié à la situation de l'immigration. On n'a pas une politique, si je puis dire, aussi ambitieuse que celle que vous appeliez de vos voeux, et je l'entends et je le comprends. Simplement, je vois aussi les chiffres, et c'est que notre pays a été soumis à une pression en termes de migration qui était plus importante que durant les années précédentes. Et ça, c'est vrai dans tous les pays d'Europe, mais ça a été vrai en France ces dernières années. Cette pression migratoire, elle pèse sur l'hébergement d'urgence. Et donc nous devons aussi, tout est lié, avoir une politique où on continue, et ça je l'ai toujours dit et nous l'avons toujours fait, l'accueil et le logement est inconditionnel, mais où on arrive à instruire plus vite les dossiers. Et donc ce qui permet, et ça il y a eu un très gros travail qui a été fait, on est en train d'en voir les résultats. L'OFPRA a fait beaucoup plus de dossiers d'ailleurs en 2021 que les années précédentes parce qu'on a investi dans l'OFPRA, dans la CNDA. Mais instruire plus vite les dossiers, ça veut dire laisser des personnes dans des situations de fragilité beaucoup moins longtemps et permettre soit de leur donner l'asile, et à ce moment-là de pouvoir évoluer sur notre sol, d'accéder au travail dans la durée et à un meilleur statut et au logement, soit de les reconduire dans les pays d'origine s'il n'y a pas cet accueil. Est-ce qu'on a gagné cette bataille? Non. Et donc c'est ce qui fait le lien avec aussi toute la politique en termes de lutte contre l'immigration clandestine et d'amélioration de notre politique d'accueil et de traitement des dossiers. Ça, c'est le premier levier. Ensuite, c'est fluidifier les parcours, comme on dit, même si c'est un terme, je trouve, un peu technique, c'est de permettre aux gens d'évoluer le plus rapidement possible. Logement d'abord, ça permet de faire ça. Et là, vous avez, je trouve, eu un mot qui correspond à la réalité, les changements culturels prennent du temps. Il y a un très gros travail qui a été fait
grâce aux acteurs qui historiquement portaient ces projets et qui ont inspiré le plan Logement d'abord, pour développer plus de pensions de famille, plus justement de logements adaptés, qui est ce sas, si je puis dire, entre l'hébergement d'urgence et l'accès à un logement social. Et donc il nous faut continuer à investir dans cet espace qui est indispensable pour sortir plus de personnes de l'hébergement d'urgence, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait de l'investissement social, parce qu'on y met de l'encadrement, on y met de l'aide, et c'est très cohérent avec la stratégie de lutte contre la pauvreté qui est la nôtre. Et donc moi je souhaite qu'on puisse pérenniser l'effort qui a été fait, il ne faut surtout pas l'abandonner ou même le geler, parce que les mentalités n'ont pas encore totalement changé. Il faut continuer de travailler de manière très étroite avec les collectivités locales, parce qu'on est en train progressivement de convaincre, et que je pense que tout cet espace de jeu, si je puis dire, cet espace d'action sociale est extrêmement important. Il est très important pour les personnes qui sont en train de sortir de la pauvreté, ou qu'on peut faire sortir de la pauvreté ou de la très grande précarité. Il est très important aussi pour des tas de situations individuelles de grande fragilité, beaucoup par exemple de femmes qui subissent des violences familiales, qui sont parfois dans des situations de grande fragilité ensuite en termes de logement. C'est grâce au plan Logement d'abord qu'on leur a redonné aussi de la stabilité tout en les protégeant. C'est vrai, Monsieur le Président, notamment pour les 300 000 personnes, les 285 000 que le gouvernement identifie comme étant relogées grâce au Logement d'abord. Ça, il faut continuer. Mais il manque de logements quand même pour faire. C'est la montée en puissance qui nous manque. C'est là où on continue, je continue le parcours. C'est là où il faut confère la discussion qu'on vient d'avoir, créer plus de logements sociaux. Parce qu'on peut sortir justement de ces catégories en accédant à un logement social. Et là, le logement social, notre sujet, c'est de la production et de la mobilité. C'est qu'on a besoin de produire plus, là c'est la discussion qu'on a eue, mais c'est aussi qu'il faut continuer à créer de la fluidité dans le parc. Et donc là, il faut permettre à l'ensemble des acteurs du monde HLM de créer de la fluidité pour suivre le parcours de vie, en termes de, justement, d'évolution aussi dans les grilles tarifaires et de sortie, justement, de ce monde-là. Alors après, j'ai entendu vos points sur les APL. Je ne crois pas qu'il y ait quelques concitoyens que ce soit qui, en quelque sorte, aient été dégradés dans son accès au logement par les réformes qui ont été faites. Et je pense d'ailleurs que, dans le temps, la réforme qui a été conduite par le gouvernement, qui a permis de rendre contemporaine le versement de l'APL à la situation qu'il vit, est une très bonne chose, parce qu'elle va permettre justement de s'adapter de manière beaucoup plus rapide au changement de statut. La clé, c'est comment on a du logement abordable pour permettre de sortir du logement social. Complètement. Et ça, alors le gouvernement a commencé à proposer plusieurs dispositifs, Loc Avantage, qui pour moi est un élément très important. Donc on a les politiques qu'on a maintenues de plafonnement. Bon. On a ces politiques auxquelles je crois beaucoup qu'on est en train de commencer, qu'il faut développer, qui est de permettre de développer l'intermédiaire et de permettre d'avoir du logement abordable, en particulier dans les zones denses, où le saut entre le logement social et le complètement libre est beaucoup trop important. Ce qui fait que tout le monde reste, enfin tout le monde, qu'on a beaucoup de mal à faire sortir du logement social. Et en quelque sorte, on est totalement dépendant de la production nouvelle, même s'il y a déjà beaucoup de listes d'attente, et du coup, il n'y a plus de mobilité ascendante. Il faut recréer cette mobilité ascendante. Et pour ça, il faut recréer le continuum, qui est de permettre de produire plus de logements, là, pas que le social, logement intermédiaire et libre, et de permettre d'avoir des mécanismes type justement Loc Avantage et autres, où on accompagne les ménages, et en particulier nos classes moyennes, dans la sortie du logement social, dans les zones où ça reste très cher. Plusieurs réactions, si vous permettez, Monsieur le Président. Sur la question migratoire, vous évoquiez la question de la demande d'asile. Nous, ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont en France depuis 5, 6, 7, 10 ans, qui attendent une régularisation dans le cadre de la circulaire dite Valls, dont on sait que ce sont des personnes qui vont rester en France et qui sont finalement bloquées, par exemple, dans des hôtels sociaux qui ne sont pas satisfaisants pour eux, pas satisfaisants pour la puissance publique et qui pourraient être libérés pour des personnes, parce qu'il y a encore des personnes à la rue aujourd'hui. Donc il y a cette question aussi, me semble-t-il, de prendre acte aussi, qu'il y a des personnes qui sont là, dont un des parents travaille, des enfants sont à l'école depuis longtemps, ils ne quitteront pas la France. J'en prends acte. Et il faut accélérer ces régularisations. Mais il faut faire les deux là aussi en même temps, si je puis dire. Ça n'empêche pas l'autre. Mais le problème qu'on a ces dernières années, c'est plutôt qu'on a une très forte pression migratoire. Et qu'il ne faut pas qu'on soit hypocrite collectivement. Il y a une espèce aussi de pratique à laquelle on s'est habitué, ça prend beaucoup de temps d'instruire les dossiers. On a mis des recours à tous les étages. Il y a une espèce aussi si je puis dire, d'éléments de blocage à tous les niveaux, en se disant, on sait très bien que passé 18 mois, de toute façon, les personnes ne seront plus raccompagnables dans leur pays d'origine.
Or, nous n'arrivons plus aujourd'hui, je vous le dis en toute sincérité, et c'est ce qui nourrit après les discours les plus extrêmes, dont je combats très profondément les valeurs et les fondamentaux. Mais je ne peux pas ne pas dire aujourd'hui que notre système est efficace. Et donc, nous avons fait plusieurs de ces régularisations. Et je les assume totalement. Quand on a des gens qui sont parfois là depuis 5 ans, depuis 10 ans, qui ont construit une vie familiale, on sait qu'on ne peut pas les raccompagner. Donc à chaque fois, on l'a fait. Mais est-ce qu'un pays comme le nôtre, dont le modèle social, et il faut s'en féliciter, est très ambitieux et très généreux, peut durablement continuer à avancer en ayant une situation où nous sommes si efficaces en termes de contrôle à l'arrivée? Non. Parce qu'après, on nourrit des filières ensuite de clandestins, on nourrit une économie du pire, et on a une promesse qui est intenable. Et elle est intenable pour qui? Pour celles et ceux qui financent ce modèle social, qui sont nos compatriotes, qui travaillent et qui contribuent. Et donc, moi, je suis pour apporter des protections et une solidarité à celles et ceux qui sont sur notre sol, de manière inconditionnelle, ce sont nos valeurs. Mais il faut que ce soit dans un temps le plus réduit possible pour qu'ensuite on puisse le faire de manière, je dirais, qualitative et de la bonne manière à celles et ceux qui vont rester parce qu'on leur a accordé des papiers, soit des titres de séjour, des titres de travail ou l'asile. La contrepartie de ça, c'est qu'on sache raccompagner vers leur pays d'origine, dans les meilleurs délais, les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol. Voilà. J'ai compris, Monsieur le Président de la République. J'essaie d'être à la fois fidèle à nos valeurs, lucide sur notre réalité, mais un peu en responsabilité. Parce que si je vous dis juste, voilà, il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et l'assumer, tout en étant conscient des résultats qui ne sont pas à mes yeux satisfaisants sur la partie traitement des dossiers, je ne serai pas responsable. Le deuxième levier que vous avez évoqué en disant finalement le rôle des APL dans la difficulté d'accéder à un logement bas loyer, quand même, quand on a 15 milliards d'euros de coupe sur un quinquennat, sur les APL ou sur la partie bailleurs sociaux, c'est les ménages qui en font les frais. Non, je ne mélange pas. C'est-à-dire que... Si vous avez additionné des choses qui sont très hétérogènes en termes de... Vous avez sur 15 milliards, 6 milliards qui concernent les bailleurs, où c'est eux qui ont dû baisser, et le reste, c'est sur les ménages. Donc, effectivement, soyons précis. On voit quand même, et ça ne date pas de ce quinquennat, absolument, ça ne date pas de ce quinquennat seulement, les APL sont moins solvabilisatrices, elles aident moins les ménages, mais depuis longtemps, depuis 20 ans, on a fait des économies parce qu'il y avait beaucoup de ménages qui étaient concernés en quelque sorte, et ça représentait 18 milliards d'euros. Donc, mais la difficulté qu'on a pour la montée en puissance du logement d'abord, je ne fais pas un débat général, c'est que même les logements sociaux parfois sont trop chers pour les personnes qui sont actuellement à la rue ou qui sont actuellement en centre d'hébergement d'urgence. Je ne reviens pas sur ce qui s'est fait en début de mandat, qui était un peu une espèce de coup parti sur les APL, qui avait fait beaucoup de polémiques et dont on aurait pu, à mes yeux, totalement se passer parce que ça ne servait pas à grand-chose et ça représentait très peu d'économies, y compris dans le montant. Après, il y a eu une réforme qui est celle de l'élément de contemporanéisation, pardon, de ce jargon justement des APL, qui est de dire les APL étaient calculés jusqu'alors en regardant les situations historiques, avec un effet un peu de retard, et on a remis le calcul des APL pour qu'il corresponde à la situation actuelle. Et c'est vrai que compte tenu des dynamiques, ça a conduit, entre guillemets, à des économies. L'objectif de cette réforme n'était pas de faire des économies, mais ça rentre dans l'autre que vous disiez. Après, dans des situations où les gens vont plutôt avoir de la dégradation de leur situation personnelle, normalement, ça va renchérir le coût. C'est-à-dire que ça suit davantage la conjoncture. Voilà, non, mais juste pour être clair. Et donc, c'est vrai que ce sont des économies-là, mais ça dépend un peu du cycle. Et pourquoi ça a été des économies? C'est aussi parce qu'on a mieux accompagné la reprise et la situation de ces personnes en crise, ce qui fait qu'elles se sont plutôt améliorées. Je ferme cette parenthèse. Néanmoins, le point que vous évoquez, je pense qu'il est très important. C'est est-ce que notre système il est parfaitement efficace? Non. On y répond, à mes yeux, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, de deux manières. Un, en ayant une politique plus volontariste sur le logement intermédiaire, ce qu'on a commencé de faire et qu'on doit intensifier, et sur l'accompagnement des ménages pour sortir des logements sociaux dans des zones tendues. Et ça, il faut l'intensifier, le faire, et avoir une politique qui est aussi d'offre et de fluidité des parcours pour permettre la sortie du social. La deuxième, c'est de réformer les APL. Et je pense que ça contribue d'une démarche d'ensemble que nous avons voulu lancer, qui d'ailleurs fait l'objet de travaux qui a mobilisé beaucoup de collectivités locales, qui avaient commencé dans le cadre de la stratégie pauvreté. Monsieur Langlard, et vous y avez participé, et je vous en remercie encore, et beaucoup de présidents de départements, de maires y ont aussi participé. C'est de dire, on voit bien que notre structure d'APL ne fonctionne pas. Pourquoi? D'abord, vous l'avez dit, ça touche beaucoup trop de Françaises et de Français. Et quand on regarde dans le détail ce qui a été fait par M. Langlard, les chiffres,
ça n'est même pas linéaire, c'est parfois anti-redistributif. Pourquoi? Parce qu'on a des effets de bord, on le sait bien, et vous l'aviez d'ailleurs, je crois, vous-même documenté dans des rapports précédents, qui sont liés à la non prise en compte d'éléments fiscaux. Et donc ça dépend complètement de la situation, on les appelle aussi, dont vivent nos concitoyens, s'ils sont rattachés à un foyer fiscal ou pas, etc. Donc on a des tas d'effets de bord. Ce qu'on voit bien, c'est qu'on a aujourd'hui des prestations qui sont déconnectées des trajectoires, qui parfois ont des effets de composition entre elles qui ne sont plus satisfaisantes, et donc on doit, dans le cadre de ce revenu universel d'activité et d'une refonte de toutes nos prestations, beaucoup mieux réintégrer nos appels comme, en quelque sorte, une offre supplétive au logement, mais qui permettra d'être beaucoup plus linéaire, de mieux accompagner plus fortement celles et ceux qui sont en situation de précarité et ou pauvreté, et ensuite de ne pas avoir d'effet de bord par rapport au retour au travail ou à des changements de parcours positifs, et de mieux accompagner les ménages. Ça, c'est une réforme d'ensemble, elle est très importante, et elle permettra de compenser ce que vous dites. Elle s'accompagnera de toute façon d'un investissement de la nation, parce que tout ça, ça ne se fait pas en baissant les prestations. J'allais le dire, merci oui, de devancer, mais oui, parce que si on veut lutter contre le non-recours, ouvrir une prestation, ce qui n'a pas été fait, même s'il y a le contrat d'engagement jeune, mais une prestation de droit, c'est-à-dire où on n'est pas seulement sur 12 mois ou 16 mois, comme le contrat d'engagement jeune, qui est utile pour les jeunes, mais ce n'est pas un droit ouvert. Si on fait tout ça, et ce que vous venez d'évoquer, il va falloir effectivement des moyens financiers. Mais est-ce que vous pouvez juste, sur le revenu universel d'activité, nous rassurer sur le fait qu'on ne serait pas dans une logique de fusion entre minima sociaux et APL, c'est-à-dire qu'il va y avoir la mise à plat d'un certain nombre d'indicateurs ou de bases ressources, c'est technique, mais par contre on ne les fusionne pas, c'est-à-dire que les APL continuent à jouer leur jeu d'aide à l'accès et au maintien. Je ne veux pas préempter la finalisation des travaux, et tout ça est en train d'être fait, mais pour moi la philosophie qu'on doit... D'abord c'est une philosophie qui consiste à dire ça doit être plus lisible et ça doit supprimer tout ce qu'on appelle ces effets de seuil. Bon. Et donc, il y a un élément de base, et après, il doit y avoir des éléments qui s'articulent, donc ce n'est pas une fusion, on écrase toutes les situations, qui doit articuler, par exemple, la question des étudiants. Si on va vers cette logique-là, on voit bien que la question des étudiants, aujourd'hui, notre système de bourse, lui aussi, il est devenu très peu lisible, il est trop étendu, et il a des caractères très anti-redistributifs. Bon. Donc, il doit y avoir, pour accompagner les étudiants, une espèce de supplément étudiant, et il doit accompagner la situation de logement avec une forme de supplément logement. Donc ce n'est pas une fusion qui doit être aveugle et qui ne regarde pas les choses. À côté de ça, la logique à laquelle je tiens, qui est d'ailleurs présidée aux travaux du revenu minimum d'insertion, c'est une logique de responsabilité et de contrat. Et c'est ce qui fait aussi que la philosophie du revenu universel d'activité est très différente d'autres approches de revenu universel inconditionnel. C'est de se dire, chaque citoyen, c'est sa dignité, il a un rôle des droits et des devoirs. Et donc, c'est de penser aussi les termes de ce contrat et du devoir qui est en face. Et c'est de permettre aussi que chaque citoyen qui arrive à remonter d'une situation à l'autre parce qu'il est aidé, parce qu'on investit, il doit être accompagné à cet égard et qu'il ne doit pas avoir un système, ce qui est le cas aujourd'hui, dans cette zone où on reprend de l'activité partielle ou parfois un peu plus de l'activité ou de l'activité complète, où parfois la perte de certaines aides et le début de l'imposition fait que, au fond, l'intérêt marginal à se sortir de sa situation, il n'est pas forcément très incitatif. C'est le cas des travaux des RUA, et donc qui est à chaque fois vraiment un message clair où on aide tous nos compatriotes qui sont dans les situations les plus fragiles, voilà, vers la stabilité, l'amélioration de leur position. Les accompagner, c'est absolument nécessaire parce que je crois que tout le monde veut sortir par le haut et pouvoir tenir son autonomie. Après, la question des contreparties, il faut être vigilant. Il y a des personnes qui ont vécu des choses très difficiles. On ne peut pas traiter Et aujourd'hui, le RSA, on doit faire preuve de sa volonté de trouver des solutions, mais il faut quand même des droits ouverts pour des personnes en termes de filet de sécurité. Mais alors, d'abord, je vais être très clair là-dessus. Non, mais parce que j'assume aussi un investissement de la nation durant ce quinquennat. Sur l'allocation adulte handicapé, sur le minimum vieillesse, nous avons fait des investissements historiques. Parce qu'on a considéré que c'était des minima sociaux où il fallait accompagner les personnes, parce qu'il n'y avait pas de possibilité, entre guillemets, de sortir de ces situations, et à des niveaux quand même très considérables, de 90 à 100 euros par mois. On l'a fait progressivement, mais c'était l'engagement que j'avais pris. Ensuite, par rapport à ce que vous dites, vous avez parfaitement raison, on ne peut pas mettre tout le monde dans la même situation. Ce qui est important, c'est que jamais un minimum social ne soit en quelque sorte trop proche, en tout cas désincitatif, par rapport à un retour à l'activité même partielle. Ça, c'est clé. Qui avait déjà fait le revenu solidarité active, la prime d'activité. Mais vous voyez la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, c'est la puissance publique qui finance, en plus du salaire minimum, pour creuser cet écart,
Parce que sinon, on perd en compétitivité ou on détruit de l'emploi. Donc, je veux dire, on finance à la fois la solidarité, ce qui est tout à fait normal, mais on finance aussi le retour à l'activité pour creuser l'écart. Donc, on est quand même dans une situation qui est un peu dysfonctionnelle. Bon, donc ça, il faut pouvoir l'améliorer. Mais mon point, c'est de dire, tout ça va avec à côté de ces minima, dans un système où chaque personne a aussi une responsabilité qui correspond à ses capacités. Mais où il faut un investissement en termes d'insertion, mais qui va avec une logique contractuelle, qui est aussi une logique, c'est la dignité de tout citoyen, une logique de droits et de devoirs. Il ne s'agit pas que quelqu'un qui a été bousculé par la vie, on lui dise « tu vas reprendre un travail, ça va se passer comme ça du jour au lendemain ». Ce n'est pas vrai. C'est aussi pour ça qu'on a fait des investissements historiques en termes d'insertion par l'activité économique. Et c'est aussi pour ça, vous m'avez souvent entendu le dire, moi je ne crois pas que l'approche par simplement le montant d'une prestation soit la bonne réponse. Il y a le montant des prestations, il y a ce qu'on doit faire avec le revenu universel d'activité, mais il y a l'accompagnement. Beaucoup de nos compatriotes qui sont dans des situations de grande précarité ou de pauvreté, ils ont besoin d'être accompagnés pour retrouver une organisation de leur vie qui permette simplement parfois de retrouver un travail, c'est-à-dire retrouver des habitudes, un cadre de vie, une structure. Pour d'autres, ils ont besoin d'être accompagnés au travail, s'ils veulent le reprendre. Ils ne peuvent pas travailler dans un rythme normal, dans un cadre normal. Et donc, tout ça doit, en quelque sorte, être vraiment du cousu humain, parce que les situations sont quasiment individuelles. Ouais. C'est ce que font beaucoup de vos associations. Oui, mais personne n'est contre l'accompagnement. Tout le monde est d'accord sur l'accompagnement. Mais quand on a 550 € et qu'on vit au RSA, on survit. Et on l'a vu pendant la crise. Quand les aides alimentaires se sont réduites, ceux qui ont 550 € ne s'en sortaient pas. C'est pour ça qu'on a appelé à une augmentation du RSA. C'est pour ça que moi, la réponse que j'ai, à laquelle je crois, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le sujet de cette trajectoire, regarder simplement le monétaire, c'est continuer à creuser la difficulté dans laquelle nous sommes. Donc j'ai assumé d'augmenter de 100 € par mois l'allocation à un adulte handicapé et le minimum vieillesse. J'ai assumé en effet de ne pas répondre à votre demande sur le RSA parce que j'ai mis cet argent, la nation a mis cet argent, sur l'accompagnement et un investissement historique sur l'insertion par l'activité économique. Parce que je considère que la meilleure réponse à la pauvreté et la grande pauvreté, c'est le retour à l'activité, de manière adaptée à chacun. Et donc, c'est aussi pour ça que durant ces 5 dernières années, on a créé 1 million d'emplois en brut. Et ces créations d'emplois, ce sont des personnes à qui on donne aussi des opportunités. Simplement, ce n'est pas vrai que ces emplois, du jour au lendemain, même quand ce qu'on va continuer de faire, en créer d'autres, ce sont les plus précaires qui vont y avoir accès. Donc ça suppose de mettre le paquet sur l'investissement dans les personnes et l'accompagnement des personnes. Monsieur le Président, peut-être une dernière question. On a pleinement conscience des efforts qui ont été faits pendant la crise Covid par le gouvernement, vraiment le chômage partiel, le fonds de solidarité, les dispositifs Un Jeune, une solution, les aides ponctuelles aux ménages à bas revenus. Ça a sans doute évité que des dizaines de milliers de personnes ne basculent dans la pauvreté et le taux, du coup, est resté identique en 2020 à celui qui était de 2019. Néanmoins, la pauvreté a augmenté d'un demi-point depuis le début du quinquennat. Mais surtout, il y a des choix économiques qui ont été faits. Des choix où, effectivement, on n'a pas augmenté certains minima, où on en a gelé certains, j'évoquais tout à l'heure les APL, et puis de l'autre, de sortes de cadeaux fiscaux aux plus riches. La transformation de l'ISF en IFI, le prélèvement forfaitaire unique. Donc au début du quinquennat, des mesures qui nous sont apparues en tout cas très inégalitaires. Après le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une forme de redressement, en quelque sorte, si je peux employer cette expression, avec la prime d'activité, avec le chèque énergie. Et au final, c'est vrai que quand on regarde, la grande majorité de nos concitoyens ont vu leur pouvoir de vivre, en fait, un petit peu augmenter, 1%, 2% en moyenne, sauf les 5% les plus pauvres. Ce qui nous a profondément inquiétés, évidemment, à la Fondation Abbé Pierre. On a aussi été un petit peu inquiétés par la disparition totale, qui sera totale en 2023, de la taxe d'habitation. C'est 18 milliards d'euros en moins dans les caisses des services publics, de l'État, de l'action publique, dont une bonne partie de ces 18 milliards, en fait, repose sur les plus riches qui se voient enlever une fiscalité, parce que déjà les plus pauvres soit n'en payaient pas, soit payaient des montants relativement limités. Donc nous, on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la redistribution. Sur la rente immobilière d'une part, sur la fiscalité sur les patrimoines élevés, et donc tout simplement parce qu'on va devoir financer la transition écologique, il va falloir financer l'accroissement de développement de notre protection sociale. Et donc, voilà, comment vous analysez finalement ces 5 ans? Est-ce que vous partagez l'objectif que je viens de proposer en disant il va falloir partager les richesses en quelque sorte? Alors, je partage totalement le sous-jacent, si je puis dire, de votre raisonnement, qui est de dire
quand on regarde les défis de notre société, on a un énorme défi d'investissement et de croissance pour réussir la transition climatique, la transition numérique, le faire en tenant la cohésion de la nation et en allant vers le plein emploi. Et les évolutions de ces 5 dernières années sont historiquement des évolutions qui ont été celles durant lesquelles on a le plus investi sur ces sujets et le plus baissé le chômage. Et de l'autre côté, on a une énorme question des inégalités sociales. C'est tout à fait vrai. Mais nous avons une forme de paradoxe français. Il y a ces inégalités sociales que vous avez évoquées, ces chiffres. Mais nous sommes l'un des pays qui taxe le plus au monde. Et au fond, tout se passe comme si nous considérions dans notre pays que l'impôt était le seul moyen de régler les inégalités. Je crois l'inverse. Et donc, j'ai baissé les impôts de manière historique dans notre pays, tout en baissant avant la crise le déficit public et en créant des emplois. On avait rarement fait cette espèce de combinaison. Mais on a surtout baissé les impôts des classes moyennes. Les principaux bénéficiaires des politiques fiscales et redistributives du gouvernement, ce sont les classes moyennes. Parce que la logique, en effet, c'est une logique qui a reposé sur le travail, pour les raisons que j'évoquais, et que j'assume totalement. Et donc ces 50 milliards, à peu près moitié entreprises, moitié ménages, ils se sont beaucoup concentrés sur nos classes moyennes. Il y a eu des baisses de fiscalité pour relancer l'attractivité et l'investissement dans l'économie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas supprimé l'impôt sur la fortune. On a supprimé la part non productive. C'est aussi pour ça qu'on a baissé la fiscalité sur le capital investi dans notre économie. Le résultat de ces politiques, ce n'est pas simplement les baisses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ce que je respecte, c'est que derrière, nous avons retrouvé des chiffres d'attractivité et d'investissement dans notre industrie historique. Nous avons mis fin à 12 ans de désindustrialisation et de destruction des emplois industriels. Sans industrie, il n'y a pas de croissance, pas de création d'emplois, pas de chemin vers le plein emploi. On ne peut pas déplorer les conséquences dont on chérit les causes. Ce n'est pas vrai qu'on restaure de l'emploi et de l'emploi industriel si on surtaxe les facteurs de production. C'est ce que faisait la France. J'assume cette politique, elle a montré son efficacité avec les chiffres qui sont les nôtres et la trajectoire qu'on a reprise. Le cœur de la politique fiscale qui a été conduite, c'est pour les classes moyennes. Taxe d'habitation, impôt sur le revenu. Là où je vous trouve un tout petit peu injuste, c'est que ces engagements étaient pris avant la crise des Gilets jaunes. Pas sur la taxe d'habitation, sur les 20% des ménages les plus aisés, Monsieur le Président. Mais bien sûr que si. C'est 80% des ménages qui devaient... Tout était dedans. On était sur 10 milliards. La seule chose... Non, ce serait à contrario si je faisais ça. J'avais une chronique, j'ai accéléré à ce moment-là des éléments, et la seule chose, c'était la part d'impôt sur le revenu, qui n'était pas dans mon programme. Mais la taxe d'habitation qui avait commencé, et la prime d'activité, c'est des choses qu'on a accélérées par les Gilets jaunes, parce que je me suis rendu compte qu'on avait été très vite sur le paquet attractivité et compétitivité, et pas assez vite sur le paquet pouvoir d'achat des classes moyennes. Mais je vous reconnais que la seule chose en sortant de la crise, on a renforcé, qui n'était pas dans mon projet, c'était une baisse de l'impôt sur le revenu pour les premières tranches de celui-ci. Et après, on a une politique résolue aussi pour les classes les plus populaires et les plus pauvres, sur le chèque énergie, sur l'accompagnement des plus précaires, avec un vrai investissement. Le résultat de tout ça, c'est quand même qu'il y a eu une augmentation du pouvoir d'achat qui est supérieure, malgré la crise sanitaire, aux 10 années précédentes. Et quand je regarde les chiffres du Trésor, le premier décile, donc les 10% les plus pauvres, ont une augmentation de 4% de pouvoir d'achat. Après, les gens qui sont très pauvres. Après, les gens qui sont totalement hors du système de travail et qui n'ont pas bénéficié ni de ce qu'on fait sur la AH et le minimum vieillesse, et qui ne sont pas qu'au RSA, eux n'ont pas eu d'augmentation de leur pouvoir d'achat comme les autres. C'est ça, mais qui est le fruit de ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc la question, c'est que dans cette catégorie, il y en a qui ont eu une augmentation significative. Quelqu'un qui était au minimum vieillesse ou à l'allocation adulte handicapé, il a eu une augmentation significative de son pouvoir d'achat. Quelqu'un qui est au RSA ne l'a pas eu. C'est tout à fait. Donc voilà la cohérence de ce qui a été fait pour en redonner à la fois la logique et la force. Mais moi, je crois qu'on lutte contre les inégalités et contre la pauvreté avec 2 leviers. Le premier, c'est le travail. Et donc, c'est de continuer une politique qui mène notre pays vers le plein emploi, et c'est d'avoir les dispositifs qui permettent à chacun de trouver leur place dans le travail. Et donc, c'est de continuer les mesures de réindustrialisation, de création d'emplois pour tout le monde, et des mesures d'investissement dans l'insertion par l'activité économique, l'investissement social, pour permettre à celles et ceux qui sont plus loin de l'emploi d'y avoir une part, parfois relative, parfois, mais d'y avoir une part, de trouver aussi leur dignité par ce truchement. La deuxième chose, et qui je trouve très souvent absente de nos débats publics, c'est de prévenir les inégalités. Là où la France décroche par rapport à des pays comme les pays nordiques ou scandinaves, c'est que nous reproduisons par trop les inégalités. Et pour moi, et c'est le cœur de ce que nous avons fait, mais la stratégie, c'est de prévenir les inégalités. La stratégie sur les 1000 premiers jours, la stratégie pour accompagner les familles, pour
accompagner les enfants dès 3 ans avec l'obligation scolaire, ce qu'on a fait pour les petits déjeuners en classe, ce qu'on a fait pour accompagner nos enfants, le dédoublement des classes, le système travail fait, ce qu'on a fait avec le repas 1 € à l'université, pendant la crise pour les boursiers et non-boursiers, ce qu'on a fait avec la suppression de la sécurité sociale étudiante, avec aussi les petits déjeuners gratuits. Toute cette politique, c'est une politique de prévention des inégalités. Il faut aller beaucoup plus loin. Le cœur, pour moi, du réacteur, et on a commencé à le faire avec le dédoublement que j'évoquais, c'est comment, par notre politique éducative, nous arrivons à mettre fin aux inégalités sociales reproduites. Et donc, au fait que des enfants peuvent naître dans la pauvreté, être condamnés à y rester. Monsieur le Président, on aurait pu y passer des heures et c'était, je crois, très intéressant. On n'aurait pas forcément été d'accord sur tout, mais au moins de pouvoir qualifier les analyses et les conséquences et puis le bilan finalement de ce quinquennat. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet échange et on va continuer. On va continuer. Moi, en tout cas, je l'avais dit, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, d'autres sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et moi, j'apprécie toujours les échanges que nous pouvons avoir. Indépendamment de ça, je tiens à vous le dire et avec vous, à l'ensemble vraiment du tissu associatif et des engagés de nation, que les uns d'ailleurs combattent ce que le gouvernement, ce que j'ai pu porter, d'autres y adhèrent, ça ne m'importe pas du tout. Mais je voulais vous dire merci, parce que durant cette crise, tout le monde a travaillé ensemble. Et durant la crise sanitaire, nous n'aurions pas pu réussir à éviter cette catastrophe en termes de pauvreté si l'État et l'ensemble de ses services, l'ensemble des collectivités territoriales et l'ensemble du monde associatif n'avaient pas été pleinement mobilisés. Et ça a été des jours et des nuits parfois terribles, beaucoup d'angoisse, une mobilisation exceptionnelle, mais je veux vous en remercier très sincèrement parce qu'à la fin, c'est ça qui compte et c'est ça qui rend une nation au fond plus forte parce qu'elle est plus juste et plus tolérante. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.